Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Chers amis, bonjour, c'est l'appel du 18 juin, l'appel à nous retrouver, l'appel à participer à cette heure de nature, de jardin, de passion pour les plantes, pour tout ce qui est vivant. Et c'est la 60e émission. Bienvenue au jardin, donc c'est pas mal quand même déjà d'avoir fait tout ça, nous en sommes très fiers et surtout que vous êtes de plus en plus nombreux. Quand je dis nous en sommes, eh bien c'est parce que en face de moi, j'ai monsieur Roland Motte, le jardinier de Vittel, qui depuis le numéro 1 est là, solide au poste, avec son grand sourire. Salut Roland. Bonjour monsieur Patrick, bonjour à tous. 169e jour de l'année. Oui, et il reste 196 jours avant le nouvel an. Ça se réduit de jour en jour. 28e jour du signe astrologique des Gémeaux, 30e jour du mois de prairial dans le calendrier républicain français. Qui manque de chance ne nous donne pas une plante aujourd'hui puisque c'est le jour du chariot. Donc nous avons décidé de vous parler de pas quelque chose de banal, à savoir la rose de Damas, mon cher Roland. Oui, Rosa Damascena. Ça va, je l'ai bien dit ? Non, t'as oublié le X. Ah oui, Rosa X Damascena. Moi, je tendance à l'oublier. Hein. C'est un truc qui gêne. Ça. Bah non, ça gêne pas parce que ça veut dire que c'est un hybride. Alors, c'est un hybride naturel. Certainement le croisement entre Rosa gallica, donc la fameuse rose de France, rose de Provins, et Rosa phoenicia, donc la rose de Phénicie, ou Rosa moscata, donc la rose musquée. Ça date de tellement longtemps puisque la plante est connue en France depuis les croisades. Enfin, on sait d'où elle vient, de la Syrie, ça c'est sûr. Donc Damascena, la rose de Damas, donc Damas, la capitale de la Syrie, et c'est dans cette région, effectivement, que la plante est née, sans aucun doute. L'espèce, parce qu'aujourd'hui, comme c'est un hybride naturel, en botanique, c'est considéré comme une vraie espèce. Et c'est le médecin alsacien Jean Hermann, avec 2 R et 2 N, qui était né en 1738, qui en 1762 a donné ce nom. Il ne s'est peut-être pas trop cassé la tête, puisque comme elle venait de Damas, c'était assez facile. Grâce à l'ADN, aujourd'hui, on commence à connaître de mieux en mieux les lignées. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse classification phylogénétique. Aujourd'hui, on sait quelles sont les parentèles entre les végétaux. Eh bien, en 2000, des Japonais ont montré qu'il y avait une rose dont le nom est imprononçable, qui s'appelle Rosa Fetchenkoana, qui était aussi parente du rosier de Damas. Donc c'est des hybrides d'hybrides. Ça fait 3 par an. Il y a une lignée. Ouais. Mettons, au départ, tu prends Gallica et Phénicia. Ça se marie, pouf, ça fait une plante. Et qui se remarie avec une autre. T'obtiens une autre espèce ou une autre variété. Du coup, au fil des siècles, eh bien, il y a eu des transformations qui, aujourd'hui, aboutissent quand même à la reconnaissance en tant qu'espèce. Ça veut quand même dire que cette plante se reproduit fidèlement. Sinon, elle ne serait pas considérée comme une espèce. Ça serait simplement un cultivar. Donc, si tu la sèmes, t'as la même. À condition de l'avoir vraiment mariée avec une autre rose de Damas. Oui, ah oui. Les rosiers se croisent extrêmement facilement. On connaît des dizaines de milliers. On sait en revanche que ce qui est intéressant sur Rosa damascena, c'est qu'elle est parente d'autres lignées de roses anciennes très intéressantes, notamment les rosiers sans feuilles, les Rosa X encore, centifolia. On va revenir rapidement à l'histoire. 1254, le chevalier Robert de Brie, dont on n'a pas du tout de traces. Moi, j'ai cherché partout. A priori, il était certainement dans la région de Brie-Comte-Robert. Bah oui, mais quand on regarde la lignée des comtes de Brie-Comte-Robert, il n'y a pas M. Robert de Brie. Non, je ne l'ai pas vu, du moins à cette date-là. Bon, enfin, c'est loin, 1254. Oui. Il revient de croisade, il ramène la rose, et surtout, elle s'établit à Provins. Provins qui était, dans ces époques-là, et pendant longtemps, le centre français de la rose. Qu'est-ce que Rosa damascena ? C'est un bel arbuste, costaud, plus de 2 mètres de haut. Ah ouais, c'est une belle rose. Voilà.
extrêmement épineux. Ça vous fait des grandes tiges assez souples comme ça, mais alors les aiguillons, je vous dis pas, recourbés en plus, donc ce qui veut dire que quand on se pique, bonjour. Et en plus, il y a déjà les premiers signes de ce qui sera plus tard la rose mousseuse, qui est un centifolia. Il y a des espèces de petits poils fins, un peu raides, tout autour, comme ça. Et ce rosier, a priori, existe encore de nos jours, de façon spontanée, en Syrie et dans le Caucase. En juin, parce qu'il n'est pas remontant, enfin bien qu'il y ait des rosiers de Damas, qu'on appelle les roses de Damas d'automne, qui remontent un peu, mais globalement, il fleurit essentiellement en ce moment, au mois de juin. Corolle rose, semi-double, et surtout, une odeur extraordinaire, puisque on l'utilise aujourd'hui comme rose à parfum. En Bulgarie, notamment, elle est cultivée pour l'essence de la parfumerie, et c'est vraiment un des parfums de rose les plus caractéristiques. Quand on sent une rose de Damas, on dit ça sent la rose. Alors après, les grands nez, ils vont dire il y a ci, il y a ça, il y a ça, mais aujourd'hui, on utilise surtout cette fleur pour en faire de l'eau de rose. Dans les variétés, on ne va pas y aller pendant 100 ans, mais il y a des trucs quand même que je vous conseille qui sont très très bien. Ispahan, par exemple, on la trouve aussi sous le nom de pompon des princes. C'est mignon, hein. C'est joli. Il fait 1,50 m maximum, et curieusement, il est moins épineux. Et le petit feuillage, alors souvent sur les damas, ils sont comme ça, feuillage un peu gris-vert, assez petit, fleurs très très parfumées, semi-double, rose clair, avec un léger ombrage de lilas, variété qui vaut vraiment le coup. Kazanlik, on l'appelle aussi Rosa damascena Tringipetala, ou Tringipetala, oui c'est compliqué. C'est joli. Elle, c'est peut-être une des plus anciennes, puisqu'elle est cultivée depuis le XIIe siècle, et on a jusqu'à un buisson de 2 mètres, assez proche quand même peut-être de l'espèce type, et lui on l'utilise beaucoup en Bulgarie pour le parfum, fleur double, bien rose. Un que l'on doit à un Français en 1849 qui s'appelle La Ville de Bruxelles. Il est très intéressant, c'est un peu moins costaud, un peu moins gros, mais avec des grosses fleurs, jusqu'à 10 cm de diamètre, et très double, une centaine de pétales qui sont disposés en quartier. C'est vraiment l'esprit de la rose ancienne tel qu'on imagine, avec un œil central un petit peu vert, senteur fort, envoûtant, très sensuel, un peu épicé, donc il y a le petit côté un peu damas qui revient, et en revanche, toujours malade. Ah bah tu parles d'un cadeau. Non mais souvent, plus les rosiers sont parfumés généralement, et plus ils risquent de vous faire des maladies. On va en sortir encore 2. Madame Hardy, qui date aussi du 19e siècle, 1852, par Monsieur Hardy, qui était un Français. C'est peut-être la plus connue de tous. C'est un blanc vraiment intéressant, très parfumé, plutôt sucré, qui dure assez longtemps. L'arbuste est assez costaud, il peut atteindre 1,80 m. Et puis, rose de Recht. Et s'il y en avait une que je vous conseillerais par-dessus tout, c'est celle-ci. Rose de Recht, qui est une plante qui avait été introduite en Iran simplement en 1940. C'est quand même assez récent par une Miss Nancy Lindsay. Et c'est un buisson plus petit, là. On est en dessous du mètre, 90 cm environ. Très touffu, peut-être un petit peu désordonné de temps en temps, comme ça. Et alors, les pompons rouges, très doubles, d'un rouge fuchsia pourpré, qui passe au rubis puis au magenta, donc c'est très évolutif, avec le parfum fruité, dément, vraiment le parfum qu'il faut, et remonte légèrement en automne. Donc celui-là, Rose de Recht, je pense qu'il faut. Et puis le dernier clin d'œil, York et Lancastre, donc ça rappelle un petit peu la guerre des roses dans Angleterre du Moyen-Âge, donc les fameuses roses qui sont à la fois blanches et roses, donc bicolores. On a la blanche, la rose et la bicolore sur la même plante, donc ça symbolise la réunification de ces deux grandes familles qui s'étaient fait la guerre pendant des années. Alors, 18 juin 1788... Eh bien, c'est à Leipzig qu'est né Karl Sigismund Kunth, botaniste allemand, qui est mort le 22 mars 1850 à Berlin. Alors, extrêmement intéressant, important comme personnage, il a créé plein de genres. Il a créé le jubéa, par exemple dans les palmiers, il a créé Pterocaria, après il a décrit l'Ajacendo et Cornia, il a créé aussi Bechcorneria, une très belle plante le Bechcorneria, qui ressemble en fait à un agave, un petit peu avec une grande inflorescence rose. Il a nommé un nombre incalculable de plantes, donc on voulait lui faire un tout petit clin d'œil, monsieur Karl Sigismund
Kunt, qui était né en 1788, un 18 juin, et le 18 juin fête aussi Saint Léonce, Sainte Hosanna et Saint Amand, et Sainte Marine. Tiens, il y en a des noms. Et donc, un dicton, bien sûr, mauvais temps à la Sainte-Léonce, peu de fruits, beaucoup de ronces. Ça, c'est un dicton que j'ai récupéré sur Internet. Je pense. Et je t'en donne un de ma production. Normalement, à la Saint-Léonce, elles sont en fleurs, les réponses. Les réponses, c'est Campanula rapaculus, c'est un vieux légume. Je sais pas si c'est bon. Alors, c'est bon, j'en ai jamais goûté. On m'a conseillé de manger sa racine, puisque c'est la racine qui se mange. J'ai pas osé encore, mais ça viendra, ça viendra. Alors, moi, je dis aussi que pour la floraison, à la Saint-Léonce fleurissent les oponces, c'est-à-dire le figuier de Barbarie. Opontia. Et à la Sainte-Marine, fan Zéphirine et Honorine. C'est qui Zéphirine et Honorine? Alors ça, c'est des rosiers, ça, ouais. Non hein, ouais. Zéphirine Drouin et Honorine de Brabant. Voilà, parce que elle commence souvent vers la fin mai, vers le 18, 20 juin. Et puis là, ce sont des Nord-Montants. Exactement. Ouais. Oh, Daniela, qui nous pose une question. J'utilise pour éliminer les cochenilles et autres insectes 1 litre d'eau et 10 millilitres d'huile de Nîmes. Qu'en pensez-vous, mon cher Patrick? Alors, l'huile de Nîmes... De Nîmes, ah ben. Alors, je pense que Daniela ne doit pas être française. Je crois qu'elle est italienne, parce qu'elle nous écrit assez souvent. Il est possible que dans son pays, ça soit autorisé. J'ai pas eu connaissance de changement dans la réglementation, mais j'ai vu qu'en France, en 2014, il était pas question du tout d'autoriser ce produit. Qu'est-ce que l'huile de Nîmes? C'est l'extrait de la noix d'un arbre indien qui s'appelle Azadirachta indica. Oui, c'est encore un truc facile à prononcer. En 2011, la Commission européenne a autorisé ce produit et elle a donc une autorisation de mise sur le marché quasiment dans 15 pays de l'Union. Et cette azadiractine qui est extraite de cet arbre, alors on va dire en français, qu'on appelle le margousier. Ah, c'est mieux. Hein, c'est une substance qui est sérieusement toxique parce qu'on doit absolument, pour la vendre, dans le jardin notamment, avoir une AMM. Par rapport à la loi Labbé, on pourrait très bien la vendre puisque c'est d'origine naturelle. Mais il faut que, pour obtenir une AMM, vous ayez des entreprises qui fassent un travail d'évaluation sur un dossier qui est très onéreux, très complexe, que l'on doit déposer auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, qu'on appelle habituellement l'ANSES, qui, elle, attribue ou pas les choses par rapport à ces évaluations. En l'absence de demande, il n'y a pas eu du tout d'autorisation. Et là, je parle du commerce amateur. Parce que quand on regarde au niveau professionnel, il y a un produit qui s'appelle le Nimazal, donc on entend bien le mot Nîmes, Nimazal TS, qui a l'azadiractine dans sa composition et qui, aujourd'hui, peut être totalement acheté sur Internet. Mais quand vous regardez sur le site de l'ANSES, il est autorisé uniquement aux professionnels et son homologation est limitée aux cultures sous abri. Et pour quelle raison ? Parce qu'il est classé en toxicité C2, c'est-à-dire toxique pour la reproduction, dangereux pour le milieu aquatique, susceptible de nuire au fœtus, et donc peut entraîner des effets à long terme sur les organismes aquatiques. Donc ça a beau être naturel, c'est quand même pas innocent, donc mon conseil c'est respecter la réglementation et éviter d'utiliser ce type de produit. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors je ne sais pas si Roland va être content, en tous les cas il va être très impliqué dans le sujet dont nous allons parler, puisque j'ai choisi que nous nous intéressions au mildiou, que l'on peut peut-être quand même appeler l'ennemi numéro 1 de nos jardins potagers, parce que en dehors des rosiers sur lesquels il peut sévir, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de plantes ornementales, à part les agrumes. D'ailleurs, il y a un mildiou spécifique des agrumes. C'est surtout sur les plantes alimentaires. Il y a le mildiou de la vigne, le mildiou de la pomme de terre et de la tomate, c'est le même. Il y a le mildiou de la laitue, il y a le mildiou de l'épinard et de la betterave, c'est le même. Il y a le mildiou des crucifères qui attaque beaucoup les choux, du fraisier et des arbres fruitiers, et des cucurbitacées, du pois, qui sont à chaque fois un agent différent. Alors qu'est-ce que le mildiou ?
On m'a dit que c'était un champignon microscopique, mais tu vas sans doute me contredire. Bah oui. Oui, mais en tout cas, on l'a appris comme ça, en disant qu'il est très déjà volatile, et puis il se transforme assez rapidement lorsqu'il s'attaque aux tissus végétaux en maladie et qui fait sécher le feuillage, entre autres. Tu ne seras pas jeté aux orties, mon cher Roland, par rapport à ce que tu as dit, parce que moi-même aussi, j'avais appris la même chose quand j'étais à l'école, mais... La science évoluant, les milieux qui ont longtemps été considérés comme des fungi, c'est-à-dire donc des champignons, ont été changés de classement pour les mettre dans les zoomycètes, c'est-à-dire des pseudo-champignons qui sont des parasites obligatoires, surtout aquatiques, et dont la proximité est plutôt les algues brunes, même si c'est une branche totalement parallèle, on va dire. Le fait d'être parasite obligatoire, c'est très important. Ça veut dire que s'ils ne trouvent pas d'éléments à infecter, ils ne sont pas actifs. Quand tu dis parasite obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vivre autrement qu'en tant que parasite. Ah oui, je croyais qu'on était obligé de l'avoir dans le jardin. C'était une loi. Hein, non. C'est comme si on est carnivore obligatoire, etc. Ça veut dire qu'on a un régime unique par rapport à ça. Bon là, on ne peut pas dire de régime au fait d'être un parasite, mais s'il ne trouve pas d'hôte, le mildiou, il ne peut pas être comme un champignon, par exemple, venir... manger de la matière organique en décomposition. Il ne peut pas, chercher le mot, ça profite. Oui. Il est parasite tout le temps. Comment apparaît le mildiou ? Le symptôme. Ça commence à se décolorer. Je vais parler des tomates et des pommes de terre parce que c'est là où il est le plus virulent pour nous, le plus marquant, puisque ce sont des plantes. Sur la vigne, t'en as aussi. C'est pas le même au mycète, mais ça pourrait être grave. C'est la violence surtout. Et je le trouve violent sur la pomme de terre et sur la tomate parce que ça fait disparaître le pied assez rapidement. Et ça commence, pour répondre à ta question, par un feuillage un peu jaunâtre finalement, pas grand-chose, presque transparent. Ça se transforme après en brunissement, puis en grisâtre et ça peut descendre sur la tige. Alors sur la tige, ça nous fait un genre de tache brune. Et puis alors là, quand ça va aux fruits, là c'est mort de chez mort. Les fruits se marbrent de brun, ils sont inconsommables. Sur la vigne, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que au départ, on a sur les feuilles cette tache un peu huileuse. Mais quand ça attaque la grappe, ça va à une vitesse folle et vous perdez l'ensemble de votre vendange. Les spores, ça c'est important de savoir, se développe sur les feuilles et il faut que la température soit supérieure à 10 degrés. L'idéal étant quand même supérieur puisque c'est entre 18 et 20 degrés le jour et ça aussi c'est important, entre 12 et 15 la nuit. Ce qui veut dire que lorsqu'on a des nuits fraîches, comme on a au début du printemps, par exemple on a eu cette année, il y a peu de risques. Mais dès que on arrive dans cette saison et en plus il faut que le taux d'humidité soit au minimum de 75% pendant au moins 2 jours, avec un idéal à 90%. Donc ça veut dire quoi ? Chaleur et humidité égale mildiou à coup sûr. Oui. Bon. Voire année 2021. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pluie peut entraîner les spores dans le sol et elles peuvent être aussi transportées par le vent sur de longues distances. Donc un épisode pluvieux avec, mettons, une chaleur orageuse, etc., c'est les conditions idéales pour le mildiou. Donc maintenant qu'on vous a bien posé le problème, qu'est-ce que l'on peut faire pour s'en sortir ? Ah, c'est tout ? C'est déjà pas mal. Pleurer. Alors, c'est vrai que tu as raison sur le développement. Nous, on a un village rue chez nous. Il faut être copain avec le voisin du bout de chaque bout. Parce que souvent, quand le mildiou arrive, ça se propage de jardin en jardin à une vitesse vertigineuse. Donc là, il faut être au courant. Alors, je connais la lutte préventive. Oui. Je ne connais pas la lutte curative. Parce que préventif. D'abord, acheter une serre quand on fait des tomates, ça c'est bien. En tout cas couvrir, puisque tu viens de le préciser, c'est l'eau qui permet de véhiculer les spores, donc moins on aura d'eau, moins on aura de brouillard, moins on aura d'arrosage évidemment. Donc la maîtrise de l'eau sur la plante est déjà un premier élément, et le fait d'être couvert soit avec une serre, soit avec des petits abris avec de l'air dessous, parce que sinon... Pour sécher. Ah oui, parce qu'il se vend des trucs aussi, des cloches à tomates. Alors là, tu l'emballes totalement, mais là, tu as une condensation dedans qui est terrible, et là, tu peux y aller, tu as droit à ton mildiou aussi. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a le choix des variétés, qu'on va peut-être pouvoir changer, trouver des variétés qui soient adaptées. Il y a aujourd'hui des variétés qui sont un peu plus résistantes au mildiou, alors un peu plus, parce que quand ça cogne comme l'an dernier, tu laisses tomber. Il faut savoir que le mildiou, il évolue en même temps que la sélection. Parce que le mildiou d'hier, il n'est pas exactement le même que celui de demain. Et une plante qui était résistante pendant 2, 3, 4 ans,
elle peut très très rapidement devenir sensible. C'est pour ça aussi qu'il y a toujours des variétés nouvelles qui sortent. Oui. Bon, alors après, je t'avais expliqué lors d'une dernière émission dans la plantation des tomates que je plantais avec une petite butte à la base. Pourquoi ? Parce que c'est mathématique. Hein. Si on laisse une cuvette comme on fait beaucoup de plantations, ça gicle. Pic, 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 pic. L'eau remonte le long de la tige et c'est un risque supplémentaire en mettant une butte. L'eau aussi avec la boussure va vers sur l'extérieur. les bords, oui, voilà. On évite déjà ça. La taille, parce qu'on taille les tomates, bien entendu, tu penses. Et on taille en général quand les copains vont venir en disant « Attends, c'est toi t'es jardinier, il faut que tu tailles tes tomates parce qu'ils vont arriver. » Et non, quand on est à l'extérieur, on attend qu'il y ait 3 jours de beau derrière. Parce qu'il faut au moins qu'une blessure puisse se cicatriser. Sinon, tu les portes ouvertes et puis l'autre, il pleut le lendemain, ça y est, le mildiou peut rentrer par la porte que nous avons ouverte. Donc, il est préférable de ne pas les tailler. Voilà pas mal de choses. Déjà, qu'est-ce que j'ai encore à te dire ? Le paillage, évidemment. Oui, on va surtout éviter la proximité des pommes de terre et des tomates, par exemple. Oui. Donc des plantes qui sont sensibles, on ne les met pas ensemble. Il y a une chose quand même aussi, quand on a des résidus de récolte. Alors tu disais par exemple que lorsqu'on taille, on ébourgeonne les tomates, on pourrait faire des boutures, ça va. Mais si on les laisse pour faire du compostage de surface comme tu aimes bien, ça c'est catastrophique. Donc on ne met pas au compost, ni en surface, ni sur le tas, les plantes solanacées en général. On va observer une rotation de culture de 4 à 5 ans sur la même parcelle, de manière à ce qu'on évite que les spores éventuels qui persistent dans le sol viennent, tout simplement infester les nouvelles. Faciliter la circulation d'air entre les plantes, c'est-à-dire ne pas planter trop serré. Après, on peut aussi faire ce que fait Roland. On va diversifier les cultures et même, je dirais, les variétés. Pas une seule variété de tomates, pas une seule variété de patates. Petite quantité de chaque variété différente, parce qu'il y en a de plus ou moins sensibles et plus ou moins résistantes. Et puis, s'il le faut, on va utiliser de la bouillie bordelaise dès le départ de la croissance, quand le temps est humide et doux, de façon à éviter, parce que c'est une prévention, la bouillie bordelaise. Alors, il n'y a pas que la bouillie bordelaise. On a aussi le bicarbonate, on en a déjà parlé, et il y a une vidéo là-dessus, qui peut jouer préventivement en le mélangeant même avec du savon noir liquide de façon à avoir une sorte de pellicule qui va empêcher la germination des spores sur la feuille. C'est un peu la même chose avec l'huile essentielle d'orange, mais qui a l'avantage, l'huile essentielle d'orange, d'être curative. Alors, elle est curative à condition que le mildiou ne soit pas rentré. C'est-à-dire qu'il faut le faire tout de suite. Mais elle est beaucoup plus efficace, par exemple, sur l'oïdium, qui est un champignon superficiel. J'ai vu aussi beaucoup de choses sur l'huile essentielle d'origan. Il semblerait qu'il faille l'associer à du lait d'argile. Et ça va dans le sens de ce que tu faisais, d'avoir une pellicule aussi. Alors avec quelle terre tu faisais ça ? La chabazite. Avec la chabazite. Alors chabazite qu'on ne trouve pas dans le commerce, qu'on trouve au niveau agricole, parce qu'il y a des tests qui sont réalisés depuis 2-3 ans en Normandie. J'ai vu les résultats des tests qui étaient très efficaces. Donc là, l'idée, c'est de recouvrir finalement la plante d'une légère pellicule d'argile. Enfin, c'est de la chabazite, c'est une roche en tout cas, et pour empêcher la pénétration du champignon. Le lait d'argile, c'est la même chose. Donc avec une huile essentielle, ça peut le faire, on ne sait jamais. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nous avons bien sûr des actualités à vous proposer parce que nous sommes en pleine saison. Alors tu vas nous faire, c'est pas tout à fait jardin ça, mais pourquoi pas ? Si, c'est jardin. Et dit la laine, le lin, enfin la laine non, mais le lin et le chanvre. Ah, tu veux dire le matériau, le matériau utilisé. Et puis c'est très jardin parce qu'on va aller visiter des jardins. Tu vas nous parler de plein de jardins à aller visiter. Et donc il faut son petit sac à dos pour y aller, parce qu'on va pique-niquer sur place quand même. Enfin attention de ne pas laisser des déchets. Et le Mouton Givré, une entreprise franco-française qui a créé le petit sac à dos isotherme zéro plastique, et qui est fabriqué donc avec un peu de laine, avec beaucoup de lin et de chanvre. Et donc, ils ont fait très attention, les 2 personnes qui ont créé cette entreprise, à faire quelque chose de très éco-responsable, y compris avec le lin et le chanvre. Si vous voulez un sac à dos maintenant, vous allez vers le Mouton Givré. Ça s'appelle pique-nique, non ? Pique-nique, tout simplement. C'est assez rigolo. Alors moi, j'ai un engrais spécial anti-chlorose Fertactive de Florandi. J'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'on ne trouve pas vraiment maintenant de produits spécifiquement anti-chlorose. Et là, c'est un engrais soluble qui a à la fois de l'oxyde de magnésium, de l'anhydride sulfurique, donc du soufre, du cuivre, du fer, bien sûr, chélaté, du manganèse, du molybdène et du zinc, et qui est proposé dans un pot hermétique avec une petite cuillère doseuse
10 grammes pour 10 litres d'eau, donc il y a une boîte de 400 grammes, vous pouvez en faire 400 litres, c'est vraiment très très bien. Et surtout, on a une action à la fois préventive et curative sur la chlorose. Donc ça vaut quand même le coup avec ce type de produit. Tu as une chose qui se passe le 23 juin. Le 23 juin, le 36e Arbo-Rencontre de Seine-et-Marne. C'est organisé par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne, le COE 77. Je vous donne qu'une date, c'est le 23 juin. Allez-y, c'est à 8h30, c'est à Croissy-Beaubourg. Et là, il y a tout un tas de spécialistes qui vont vous parler de l'arbre et du changement climatique, comment gérer l'un comme l'autre. Oui, ça, c'est très intéressant. Autre chose qui est pas mal intéressant, c'est le jardin Camifolia qui se trouve à Chemillé, en Anjou. C'est un jardin qui rassemble plus de 600 espèces de plantes de santé, de beauté, de bien-être sur 3,5 hectares. Les gens qui font ça ont l'air assez sympas, ils sont complètement impliqués, ils vous racontent l'histoire de leur jardin, ils vous font même des choses expérimentales, etc. Attention, c'est ouvert que jusqu'au 30 juin, donc vous n'avez plus beaucoup de temps. Tous les après-midi, sauf le lundi, oui, parce qu'une fois que les plantes sont plus intéressantes, ils continuent à travailler uniquement pour eux. Et bien nous, maintenant, on va travailler aussi un petit peu pour nous, du moins c'est nos annonceurs qui vont travailler pour nous, et on en a bien besoin pendant une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Christine nous appelle. Elle nous dit « Je viens de visionner votre reportage sur une très belle jardinerie et je suppose qu'ils ne vendent que des plantes hybrides. Qu'en pensez-vous » Christine, je ne voudrais pas être désagréable, mais je trouve que la question, elle n'a aucun sens. Parce que c'est désagréable. Bon, on a fait effectivement un reportage sur une jardinerie exemplaire en Vendée, que vous pouvez regarder sur Nous Jardin TV. Pourquoi dire est-ce qu'elles vendent que des hybrides ou pas ? Je ne vois pas du tout l'idée. Bon, il est certain que dans les jardineries et les pépinières, on vend surtout des végétaux qui ont été améliorés. Si vous allez dans le rayon potager, vous n'avez pas que des hybrides, mais vous avez que des sélections. On n'est pas dans un jardin botanique. On a pris des végétaux qui donnent les meilleurs résultats pour ce que vous en attendez. Là-dedans, il y a des hybrides. Bah ouais. Mais il n'y a pas que, parce que si on parle de la jardinerie concernée, c'est en Vendée, un ami qui s'appelle Daniel, et là, je sais que dans le rayon graines, par exemple, il y a toute la collection Ferme de Sainte-Marthe, et là, on ne peut pas dire que c'est des hybrides. Non, mais même au plan potager, c'est des sélections. Oui. Il faut quand même faire attention à ce que l'on dit. Parce qu'entre un hybride et une sélection, il n'y a pas beaucoup de différence. Un hybride, c'est une action volontaire de la part de l'humain de marier deux plantes. Une sélection, c'est la même chose, simplement on a laissé faire la nature. C'est des abeilles ou le vent ou des papillons ou ce que vous voulez qui ont fait l'hybridation involontairement. Et après, sur l'ensemble de la population, on a sélectionné. Et au bout d'un moment, on a obtenu des lignées qui étaient pures et on a des plantes qui sont quand même améliorées. Donc, l'hybride permet, grâce à la science, de fournir de façon plus rapide des éléments que l'on recherche. Par exemple, la résistance aux maladies. Il y a un truc tout bête. Vous avez une tomate qui fait des superbes fruits, mais qui est bourrée de maladies. On vient de parler du mildiou, elle est tout le temps malade. Et puis, à côté de ça, vous avez une plante qui donne des fruits un peu minables, mais qui est totalement résistante, ou du moins extrêmement résistante. Vous êtes tenté de croiser l'une avec l'autre pour vous dire « je vais obtenir les qualités des deux parents ». C'est ce que font les chercheurs avec les hybrides. Et ne confondez pas ça avec de la manipulation génétique et avec des OGM, ça n'a strictement rien à voir. Donc, dans les jardineries, que ce soit celles dont on parle là ou les autres, aujourd'hui, vous trouvez des sélections de plantes. Certaines sont des hybrides, certaines sont des plantes naturelles. Voilà, il n'y a pas que des améliorations, il y a tout un ensemble, mais qui correspondent simplement, on va dire, à des utilisations. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Dans ce dossier, mes amis, nous allons essayer avec Roland de réhabiliter
une plante qui était assez commune dans les jardins de campagne de notre enfance, et puis qui a un peu sombré dans la désuétude, et qui revient aujourd'hui, parce que tout compte fait, elle est quand même intéressante. Vous la connaissez tous, ça s'appelle le glaïeul, c'est vrai qu'on en voit beaucoup chez les fleuristes, plus que dans les jardins, sans doute. Oui. Et pourquoi on en parle ? Tout simplement parce qu'on peut en planter encore en ce moment. Le glaïeul peut être planté à partir du début mai jusqu'à la fin juin, pour obtenir, d'ailleurs c'est très conseillé, une floraison échelonnée. On ne plante pas 2000 bulles de glaïeul d'un coup, on va planter petit bout par petit bout, parce qu'il fleurit simplement pendant 2 semaines en général, et entre 10 et 12 semaines après la plantation. Est-ce que tu en cultives ? Alors, je suis très mal à l'aise pour parler du sujet, parce que je m'en souviens chez la Louise Moïse, ma grand-mère, dans le Haut-Doubs, il y avait toujours, et ça j'étais gamin, donc j'avais 10 ans, je me souviens d'avoir un rang de glaïeul, ça c'était obligatoire, mais depuis, je n'ai plus trace de glaïeul, enfin si ce n'est pour les croiser de temps en temps, mais très rarement dans les jardins. Justement, toi qui fais un jardin très varié, Oui. je pense que les glaïeuls pourraient être ressuscités là-dedans, parce que ce qui est moche, c'est effectivement d'en faire un rang. Oui. Pourquoi est-ce qu'on faisait un rang ? Parce qu'on les mettait dans le potager, parce que c'est peut-être pas une plante qu'on utilisait comme ornement, on l'utilisait pour faire que de la fleur coupée. Ça tient très très bien en vase, et comme ça fait des fleurs souvent assez énormes, ça fait des bouquets spectaculaires. Mais dans le jardin, si vous prenez la technique de M. Roland Motte, c'est pas rigolo ce que je dis, c'est pour inciter les gens à découvrir ce que tu fais de façon très intelligente, c'est en mélangeant tes plantes, et au milieu de ça, en mettant 1 ou 2 bulbes de glaïeul de temps en temps, d'abord ça va donner une sorte d'érection, enfin ça va être plus haut, oui c'est ça, Ah non, mais c'est riche, donc c'est une érection. Je ne critique pas, bien au contraire. Et ça peut être sympa, parce que du coup, il va se retrouver dans un ensemble. Oui. Et l'intérêt du glaïeul, c'est quoi ? C'est sa floraison quand même. Hein. Ben oui, la couleur, Oui, la oui, richesse de coloris qu'il y a chez le glaïeul. Il y a 2 couleurs qu'on n'a pas. Et tu vois, je me pose une question, parce que j'ai beaucoup travaillé en jardinerie, j'ai beaucoup formé en jardinerie, je n'y ai jamais pensé. Parce que peut-être qu'on met plus en avant, finalement, ce glaïeul, et même dans les rayons bulbes, puisque c'est là où il doit être, eh bien, on s'en aperçoit pas qu'il est là. Exactement, et moi, c'est ce que je trouve qui est très dommage sur cette plante. Donc, une plante qui est de la famille des iridacées, donc comme les iris, mais aussi comme les crocosmia, comme beaucoup de plantes, et qui produit pas un bulbe, en fait. Comment on appelle cette tige souterraine renflée entourée d'écailles ? Un rhizome ? Non, c'est un corme. Un corme, Un oui, c'est corme vrai. ou un cornu. Et donc, c'est une particularité. Si vous coupez un glaïeul en 2, c'est pas comme quand vous coupez une tulipe en 2. À l'intérieur du bulbe de la tulipe, il y a la fleur, il y a toute la plante. Non, sur le glaïeul, c'est uniquement un organe de réserve avec un germe. Donc, il va bien falloir que la plante se développe. C'est un nom ancien qui vient du latin gladiolus, c'était le glaive. Ah oui. Et pourquoi ? Parce que la fleur ressemble à un glaive, non ? Même pas ? La feuille lancéolée Oui. est très effilée à l'extrémité. On dirait effectivement, comme un peu d'imagination, une pointe d'épée, hein, tout à fait. On a logiquement appelé ça comme ça, et qu'il a appelé évidemment Monsieur Carl von Linné Oui, ton pote. en 1753. Mais il y a beaucoup d'espèces de glaïeul, 180. Ah oui. Dont certains sont originaires du bassin méditerranéen, c'est pour ça qu'on les cultivait depuis l'Antiquité, mais ceux que l'on cultive principalement aujourd'hui sont sud-africains. Beaucoup de très très belles espèces de glaïeul sont d'Afrique du Sud, et petit à petit, on a fait surtout des hybrides. Mais ça date du XVIIIe siècle, enfin, on va dire du début du XIXe, avec William Herbert, qui, dans sa collection, il avait déjà 32 espèces. Eh bien, il en a marié plein. Et puis, il a obtenu les premiers hybrides. Le problème, c'est que les glaïeuls de M. Herbert étaient stériles. Donc, il a fallu travailler. Et le premier qui a obtenu un hybride vraiment intéressant, eh bien, il l'a appelé Gladiolus colvillei, avec un X au milieu, pour dire que c'était, bien sûr, un hybride. Et on les a aujourd'hui. Les glaïeuls colvillei sont vraiment, vraiment très sympas. Ils sont moins grands souvent que les autres, et ils ont des couleurs très tendres. On n'a pas ces couleurs mélangées qu'on a sur les grands hybrides, mais dans l'ambiance du jardin, colvillei, il pourrait être très très bien. Attention, le défaut de colvillei, moins 5 degrés, et il est mort.
Ah oui, d'accord. Donc il ne faut pas le planter trop tôt, et surtout il faudra arracher les bulbes en fin de saison et les mettre à l'abri. Il fait que 50 cm, alors que des très grands hybrides de glaïeuls peuvent atteindre facilement 1,20 m, voire 1,30 m. Faut que tu mettes un tuteur. Voilà, alors c'est ce que je voulais dire. Dans le conseil de plantation, si vous plantez des glaïeuls maintenant, vous allez les enterrer environ de 5-6 cm, même peut-être un petit peu plus, justement pour qu'ils tiennent un petit peu mieux dans le sol, mais on met systématiquement un tuteur avec chaque glaïeul. C'est aussi ça qui fait peut-être que la plante n'est pas aussi appréciée, parce que ça fait une rangée de bouts de bois avec une plante qui n'est pas énorme, style bulbeuse, donc elle ne fait pas une végétation très très large. Alors moi, ce que je vous conseillerais dans ces cas-là, c'est plutôt de faire une touffe, planter une dizaine de bulbes, enfin de corms ensemble, et puis vous aurez quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Vous pouvez mettre à ce moment-là un tuteur en cercle, et vous allez avoir quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Dernière chose, lorsque les feuilles vont s'abîmer, eh bien, on va recouper et on va arracher, mettre au sec, au noir, pendant toute la saison hivernale, et puis ça reviendra. Quand même, un dernier petit truc sur un glaïeul que tu connais peut-être, et qui est formidable, qu'on appelait dans le temps Acidanthera. Ah oui, Acidanthera, très joli. Comment ça s'appelle aujourd'hui ? Acidanthera, moi j'ai toujours dit ça. Gladiolus murielae. C'est un vrai... bon Oui, il est devenu vraiment glaïeul d'Abyssinie. Alors lui, il peut être grand, puisque les rampes florales font facilement 1 mètre, et surtout, il a ce que les autres n'ont pas, un délicieux parfum. Ça sent très bon. Donc de juin à août, vous avez des fleurs qui sont blanc pur avec la gorge tachée de pourpre. Il n'a que cette couleur-là. Essayez-le, parce que lui, il est beaucoup plus rustique, et si vous habitez dans le Midi méditerranéen, vous pouvez le laisser en place d'une année sur l'autre, et il pourra peut-être même se naturaliser. Sol léger, absolument, ça, c'est la moindre des choses. Tiens, c'est l'ami Jean-Philippe qui a posé une question sur New Jardin TV, et donc il dit « Le bord des feuilles de mon olivier et de mes photinia est rongé de manière importante. Je ne vois rien sur les plantes. Pouvez-vous me donner une solution de traitement ?» Que dirais-tu Moi, comme diagnostic ? Je dirais que c'est les otiorynques, c'est une bestiole molle comme tout qui intervient la nuit, parce qu'elle a 2 tensions quand on va la voir. Oui, il y a toujours la lampe torche, la lampe frontale. Quand tu vas au limace, tu passes en même temps pour voir les otiorynques, et c'est une bestiole qu'on peut récupérer assez facilement. Oui, l'adulte en tout cas. C'est pas gros. Oui. Et effectivement, l'adulte grignote le bord des feuilles de beaucoup d'arbustes, mais surtout les oléacées, par exemple. Les lilas, les troènes, et on a vu l'olivier, tout ça c'est rongé par les otiorynques, et ça fait des créneaux. Ça c'est très caractéristique. Et son nom, c'est le poinçonneur des lilas. Tu savais ça ? Oui, c'est ça. On apprend ça en formation, comme personne connaît le nom de l'otiorynque. C'est le poinçonneur des lilas. Tu sais, dans le temps, quand on joue au tiercé, il y avait la petite pince, et donc ça fait pareil. Serge Gainsbourg, aussi. Non, franchement, je connais pas. Mais c'est très très bien, mais en fait, c'est pas officiel. Non. C'est spectaculaire, mais pour la plante, c'est pas extrêmement grave. En revanche, il faut pas oublier les larves. Eh oui. Parce que les larves, qui sont des petits asticots blancs avec une petite tête un peu brunâtre, vivent dans le sol et se nourrissent des racines. Et là, ça peut vraiment faire des dégâts, parce que ils sont pas bêtes, ils choisissent les racines les plus fines, les plus fragiles, les plus tendres, et puis, quand ils en ont pas suffisamment, ils viennent ronger le collet, toute l'écorce qu'il y a autour du collet. Alors là, la plante, elle peut vraiment dépérir complètement. Alors on va les traiter comment ? Eh bien, il existe des nématodes, c'est un ver microscopique qu'on va appliquer sous certaines conditions. Quand on le reçoit, c'est un genre de poudre blanche qu'on va mélanger à l'eau d'arrosage, et puis il faut quand même que le sol soit au moins à 12 degrés et qu'on arrose beaucoup, puisque le nématode il est véhiculé par l'eau, donc il faut quand même que le sol soit bien humide. Alors en ce moment, on n'en met plus, parce que la période d'application, c'est fin mars à fin mai, et après, d'août à début octobre. Donc il faut bien le mettre au bon moment. Le nématode a un nom extraordinaire qui s'appelle Heterorhabditis bacterioflora, mais on peut le trouver dans le commerce sous le nom de nématope. Alors, on va faire un petit stop, aussi ça va nous faire du bien. Quelques petites pages de publicité très rapides, et on se retrouve tout de suite. Ils arrivent.
envahir votre jardin. Ne tremblez plus. Encore une mission pour Roundup. Il s'attaque aux mauvaises herbes en 1 heure seulement et contient une matière active existante dans la nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Les vacances se rapprochent, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a rien à faire au jardin. Et quand même, profitez-en. Franchement, c'est vrai que le jardinage est une activité de loisir, une activité de plaisir, on se détend, on fait des actions, on fait même un peu de sport, on va dire, en se jardinant. Oui. Mais profiter de son jardin, c'est aussi très agréable. Donc en ce moment, il est quand même au top, si vous l'avez bien entretenu, bien sûr, si vous avez écouté les conseils de Roland. Et on va lui demander ce qu'il va faire dans son jardin dans la semaine jusqu'au 25 juin, qui est une semaine un peu capitale dans le jardin, dans lequel il y a plutôt de l'entretien. Pour conforter tes propos, je m'excuse, on ne part jamais en vacances en juillet-août. On reste chez nous parce qu'on s'est pas emmerdé quand même à faire tout le jardin pour ne pas en profiter. D'abord, retirer quelques fleurs. Je vais juste te dire, bon, les ciboulettes c'est la fin, mais oui. Surtout le basilic, c'est bien de retirer les fleurs. C'est dommage parce que ça sent bon, c'est joli. Oui. Ouais, mais bon, ce qu'on privilégie, c'est quand même le pesto. Et donc avoir un maximum de feuilles. Donc là, c'est couper quand même les extrémités florales de quelques plantes, dont le basilic. Ah bien sûr, il faut aérer les éléments sous abri. Donc si vous avez une véranda, nous, on laisse plus rien dans la véranda à partir déjà depuis le début, même fin mai, hop, tout ça, ça sort dehors. Les plantes, elles sont, même les plantes tropicales, ça change tout. Oui, et puis quand il y a un petit coup de flotte, là, ça leur fait le plus grand bien. Mais dans la serre, tu as des cultures en pleine terre dans la serre, donc il faut aérer. Ben, tu vois, on est coincé entre deux problèmes. C'est l'an dernier avec trop de flotte et puis les sécheresses que nous pouvons avoir. Donc la serre est l'intermédiaire donc pour laisser les tomates à l'abri. Mais s'il fait trop chaud, là, c'est une catastrophe. Enfin, c'est pas une catastrophe, on s'en remet. Mais le pollen sèche et donc on a beaucoup moins de fructification. Et c'est paillé la serre aussi ? Oui, ah bon. La taille des melons. Je fais qu'un truc, moi, c'est que je taille juste la tige principale, allez, on va dire à 4 feuilles à peu près, et puis ensuite je laisse. Et une fois que j'ai des fructifications, je coupe au bout, allez, j'en laisse 4 à 6, ça dépend des saisons. Normalement, c'est à peu près ça. Normalement, on taille plutôt à 2 feuilles au départ, de façon à avoir une ramification rapide, et après on va retailler toujours à 2 feuilles, c'est relativement simple, toc toc toc, et on garde 6 fruits, ça c'est très 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 bien. C'est le maxi. Hein. Petite chose à faire, si c'est humide, on va mettre une petite planchette ou une tuile sous chaque melon, de manière à l'isoler du sol. Oui. Enfin, toi, tu as du paillage. Oui, mais quand même, parce que même poser, quand tu as du paillage de lin qui peut quand même, après une bonne pluie, si c'est bien humide, ou avec l'arrosage, donc c'est bien de poser quand même sur quelque chose d'un peu plus sec, qui sèche plus vite. Une chose, évidemment, c'est que dans les plantes en pot, même dans les massifs, si vous avez la possibilité de supprimer les fleurs fanées, c'est un peu de boulot, mais c'est rien à faire non plus. Hein. Oh non. Ça va permettre d'avoir une remontée de floraison et d'avoir surtout un jardin qui aura toujours une belle allure. Une bonne gueule. Alors sur le laurier rose, parce que c'est une question qu'on me pose fréquemment, ça, puisque je comprends pas, j'ai des haricots sur le laurier rose, mais oui, faut couper la fleur fanée, c'est très important. Refaire des semis, encore, parce que encore là, et toujours. Encore et toujours. Et puis là, il y a un risque. Hein. S'il fait chaud, je monte à graines. Oui, et puis je pique. Oui. Donc là c'est le risque, mais bon, on peut prendre le risque. Alors la fleur est très jolie quand même, hein. J'ai déjà eu des radis, des grands comme ça, parce que je les avais laissés. La fleur est crème, elle est superbe. Enfin, j'ai mieux au jardin quand même. Oui, toutes les plantes grimpantes, et notamment les haricots, lorsqu'on est au potager, qu'on fait des haricots grimpants, il faut les tutorer. Les pois, en revanche, ça accroche tout seul, ça fait des vrilles, et puis il n'y a pas besoin de les travailler. Oui, mais il faut prévoir quand même d'avoir mis tes noisetiers que tu as coupés, enfin le noisetier que j'ai coupé en l'occurrence, il me sert bien de façon à servir de support. Toi, tu fais de l'éclaircissage de fruits, éclaircissage des pommes ? Quand c'est nécessaire, quand tout n'est pas tombé, tu en as parlé la semaine dernière, mais j'en laisse 2 par bouquet. C'est pratique d'aller jeter un coup d'œil quand c'est à ma hauteur, hein. Quand c'est trop haut, ça se débrouille. Pommes, généralement, on laisse les fruits qui sont situés sur le centre, on va enlever ceux de l'extérieur, et les poires, on fait l'inverse. On enlève les fruits de l'extérieur, on garde les 2 du milieu du bouquet. En ce moment, on arrose plutôt quand même le soir, de manière à ce que l'eau profite à 100% aux plantes. La bêtise, surtout maintenant qu'on est dans des périodes où on essaye d'économiser, c'est d'arroser en pleine journée, alors qu'on est sûr qu'il y a 90% de l'eau qui va s'évaporer, et on perd vraiment tout le bénéfice. Biner, griffer,
Un binage vaut 2 arrosages, quand même pas rien. Bon, toi, t'as le paillage. Et un paillage vaut 2 binages. Bon, j'espère que ça vaut plus. Les éclaircissages des semis du mois précédent, quand vous avez fait des carottes, des navets, des radis, tout ça, il faut quand même démarrer un peu pour que les plantes puissent se développer correctement. On peut, en ce moment, effectuer une taille sur le rhododendron. Même si on dit d'habitude que ça ne se taille pas, regardez la vidéo qu'on a fait avec Jean-Luc Echen sur News Jardin TV, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant parce que c'est bien expliqué. Ça a tendance à faire des chandelles comme ça, et donc vous pouvez revenir en arrière parce que les boutons floraux vont se développer à partir de maintenant. Donc si vous taillez là, vous aurez des fleurs quand même l'année prochaine. On va piéger les guêpes, on va aussi pincer et traiter la vigne si les conditions sont nécessaires. La vigne non traitée, c'est quand même compliqué. Planter des laitues d'automne, planter en fait aussi des carottes d'hiver, du cresson, enfin tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses quand même que l'on peut faire en ce moment dans le jardin. Alors, nous allons où ? Dans l'Arkansas ? Non, c'est en Angleterre. C'est en Angleterre, J'ai vu, c'est même en Écosse, je crois, de mémoire. Et donc, Scott Gillespie, qui a un compte Instagram assez sympa. Alors, il est journaliste et photographe horticole. Il a 12 500 abonnés, quand même, il rigole pas. Il a 776 publications, il y en a. Et alors, c'est très souvent, des gros plans de plantes, mais chaque fois, on a le nom. Donc là, Patrick, tu peux t'abonner. Oui, j'ai été voir. Ouais. C'est pas le meilleur photographe de jardin que je connaisse. Non, mais parce que d'habitude, les photographes anglais ont un talent extraordinaire. Il y en a plein de photographes de jardin. Ils vous font des photos à tomber par terre. Là, c'est peut-être pas le meilleur de ce que j'ai vu. Alors peut-être que j'ai pas été voir toutes les 776 photos, mais les premières que j'ai vues comme ça, peu importe. Mais l'intérêt, c'est effectivement de mettre le nom quand on a des plantes. Au moins, on sait de quoi on parle. Et il est photographe, il met même l'objectif qu'il a utilisé. Alors ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent s'adonner à la photo de plante. Tiens, un jour, on vous fera peut-être une chronique sur comment faire des photos de plantes. On sait faire ça à peu près bien. Ça fait quand même... un certain temps. Voilà, ouais, ça fait 50 ans que je fais ça, quoi. Guide des jardins remarquables de Normandie. Édition du patrimoine. Ce petit livre, mignon comme tout, vaut seulement 9 €. Et il vous présente l'ensemble des 37 jardins qui ont obtenu le label Jardin remarquable en Normandie, c'est-à-dire Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime. Vous avez là-dedans de quoi vous faire un vrai petit plaisir de visite. Il y a toutes les indications qu'il faut pour aller les visiter. Et regardez les photos, là, elles sont excellentes. C'est vraiment le petit bouquin qu'il faut essayer d'avoir. Je pense qu'il y a d'autres régions qui doivent faire un petit peu la même chose. Donc aujourd'hui, on a vraiment un panel extrêmement intéressant sur tous ces jardins remarquables. Mon seul reproche ira au fait qu'il n'y a que les jardins labellisés. Et il y a en Normandie des jardins magnifiques qui ne le sont pas volontairement, parfois comme le Vasterival, qui méritent aussi largement, bien sûr, votre visite. On va passer au potager maintenant avec une Bible. Oui, il faut le dire. Voilà. Le guide close du potager, alors vous connaissez tous le guide close qui est une encyclopédie généraliste, mais là ils ont surfé sur le succès de ce guide close pour se dire tiens, puisque le potager c'est à la mode, on va leur faire le guide close du potager. Il est bien. Je peux pas dire autrement, je connais bien les journalistes qui l'ont fait. C'est pas des journalistes de nouvelle génération, donc c'est plutôt un livre mais qui est basé sur des choses classique, mais il y a aussi tout ce que vous aimez, à savoir tout le jardin au naturel, même la lasagne, les bottes de paille, le vertical, enfin même le potager intérieur, il y a tout. C'est chez Solar, avec le label de Villemorin. Il y a eu derrière ça un petit peu Villemorin qui a mis sa patte, et vous y trouverez d'ailleurs, pour une fois, des variétés récentes. Alors, uniquement de Villemorin, bien sûr, mais c'est déjà une bonne chose, parce que c'est assez rare. Près de 200 espèces qui sont classées par ordre alphabétique, 450 variétés. Les parasites, les maladies, donc vous avez vraiment, vraiment une sorte de bible du potager. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a pléthore de livres sur le potager, mais celui-là, il est particulièrement complet. Ça peut aussi être tellement complet que ça peut désarçonner. Il faut peut-être mieux prendre le livre de Roland, ne pas se prendre le chou. Réussir son potager sans se prendre le chou. Voilà. Mais en tous les cas, celui-là, il est franchement très bien. Je ne le dis pas suffisamment souvent, donc pour une fois que je râle pas, n'hésitez pas à l'utiliser. Une question de Mosquito. Qui nous dit Non mais molesté mosquito.
Tu connaissais pas cette chanson? Non. Jodassin. Jodassin. Ah bon, inconnu. Pas Jodassin. Hein. Alors, suite à une de vos vidéos sur les cochenilles, j'aimerais savoir si ce sont les mêmes insectes qui servent de colorant pour la nourriture. J'ai adoré cette question, parce que c'est marrant. Et effectivement, on connaît le carmin de cochenille, mais il n'est pas obtenu à partir des cochenilles, notamment les farineuses qu'on trouve partout. D'ailleurs, si vous les écrasez, elles ne font pas de jus rouge, mais de façon, on va dire, ancestrale, avec les femelles cochenilles kermès. Les kermès vermilio, d'ailleurs on entend vermilio, vermillon rouge, qui sont des parasites de ces chênes kermès. Mais on utilise aussi depuis assez longtemps des cochenilles qui viennent du Mexique. On a de la chance avec Miguel, il est mexicain, il est toujours cité, il n'y a pas une émission, il n'y a pas quelque chose qui vient du Mexique. Et c'est vrai que les Aztèques cultivaient des figuiers de Barbarie, des Opuntia, pour une cochenille bien spécifique qui parasite les cactus Opuntia. Il faut savoir une chose, ça a été rapporté en Europe par les conquistadors, évidemment, et c'est arrivé en Espagne en 1526. Et on l'utilisait à l'époque à la fois en teinture, mais aussi en peinture. Et ce carmin de cochenille, qui est vraiment d'un beau rouge, il a remplacé complètement le kermès avant la fin du XVIIe siècle. Ça a été très rapide. Et savez-vous comment on appelle aujourd'hui ce carmin de cochenille? C'est E120. Mais oui. C'est pas ça quand même. Ah si, c'est ça. Bien sûr. Okay. Et tous les colorants ont un code, oui. Et qu'il soit naturel ou qu'il soit artificiel, eh bien, ils ont ce code. Et le E120, qu'on voit dans énormément de produits alimentaires, par exemple, dans le chorizo, dans tout ce qui est un peu rouge, les saucissons, tout ça, il y en a. Eh bien, ça vient des cochenilles. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce carmin de la cochenille? Pourquoi elle est rouge? On aurait tendance à dire que c'est le sang. Non, c'est de l'acide carminique. Si vous voulez être chimiste, c'est C22, donc 22 atomes de carbone, H20 et O13, donc carbone, hydrogène, oxygène, et qui est un colorant d'anthraquinone, c'est-à-dire un hydrocarbure aromatique naturel, et très voisin d'un autre qu'on connaît, l'aliésarine, qui est produit par la garance des teinturiers. La fameuse garance qui colorait les pantalons des gens jusqu'à la guerre de 70, la fameuse garance rubia tinctoria, on entend bien la teinture, eh bien, elle était aussi faite avec cet acide carminique que la cochenille produit pour se protéger des prédateurs, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Donc là, voilà, on a fait le tour de la cochenille et du carmin. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, j'ai envie de vous entraîner aujourd'hui à Madagascar, qui est une île absolument sublime au niveau de la nature, de la biodiversité, parce qu'elle a un taux d'endémisme absolument énorme, et il y a des végétaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs, et celui dont je vais vous parler aujourd'hui est endémique aussi, donc de cette belle île de Madagascar. On l'appelle couramment l'arbre du voyageur. Ravenala madagascariensis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ravenala, de son nom local, Ravenal ou Ravinala, c'est le nom qu'on donne localement. Est-ce que tu connais cette plante? Alors ben oui, mais je ne l'ai pas vue à Madagascar, je ne suis jamais allé à Madagascar, et il me semble l'avoir vue au Mexique. Mais oui, parce que depuis pas mal de temps, cette plante, elle est diffusée dans tous les pays tropicaux parce qu'elle est extrêmement spectaculaire du fait de sa forme en éventail, on dirait une main ouverte ou même un véritable éventail, un éventail qui peut atteindre 20 mètres de hauteur avec des feuilles qui sont sur des pétioles géants et des feuilles qui ressemblent exactement à des feuilles de bananier. Le premier qui a décrit cette plante, c'était au XVIIe siècle, il s'appelait Étienne de Flacourt, entre parenthèse, monsieur Étienne de Flacourt a une plante à son nom qui s'appelle le Flacourtia, qui est une plante tropicale qui fait des fleurs qui sont assez jolies. Et lui, il l'a appelé Voanfontsi, c'est-à-dire le nom local que le donnaient les Malgaches, dans un livre qu'il a publié en 1661 qui s'appelait Histoire de la grande île de Madagascar. Il le décrit avec une certaine erreur puisqu'il l'appelle le balisier, qui est en fait le nom commun du canna. Oui. Mais on est sur des plantes
dont la forme des feuilles peut quand même évoquer un peu la même chose. On avance dans les siècles et le fameux Philibert Commerson, dont on vous a déjà parlé pour l'hortensia, qui habitait à l'époque à l'île Maurice, qu'on appelait l'île de France, part en 1768 à Madagascar et il rapporte en 1770 un manuscrit dans lequel il décrit beaucoup de plantes et il appelle le Ravenala, qui ne s'appelait pas encore comme ça, d'Alembertia uranoscopa. Pourquoi d'Alembertia ? Pour honorer Jean d'Alembert, Jean d'Alembert qui, avec Diderot, avait écrit cette fameuse encyclopédie qui réunissait à l'époque l'ensemble des connaissances du monde. Mais d'Alembertia, aujourd'hui, est un genre qui existe, mais pas du tout comme le Ravenala. C'est une Forbiacée dont il y a 4 espèces officiellement répertoriées. Quand est-ce qu'il est arrivé, ce Ravenala ? Eh bien, c'est un Français, encore un, qui, en 1763, Commerson, il ne le savait pas, parce qu'à l'époque, l'information n'allait pas toujours très vite. Michel Adanson. Michel Adanson, on en a déjà parlé, parce que c'est lui qui avait découvert et nommé les baobabs, à Adansonia, s'est inspiré donc du malgache Ravinala. Ravinala, ça veut dire la feuille de la forêt. Et c'est des plantes qui vivent en bordure forestière et qui sont effectivement comme des arbres. Mais on va voir que ce ne sont pas. Et la première description, avec la dénomination Ravenala madagascariensis, date de 1782, et c'est encore aussi un Français, Pierre Sonnerat, qui a décrit cette plante, qui est la seule de son genre. On dit donc que c'est une plante monotypique, il n'y a que Ravenala madagascariensis. Je suis embêté, je ne vois pas Carl von Linné apparaître. Mais non, il n'y est pas. Quel dommage. Il n'y est pas d'abord parce que ça s'est produit un petit peu après lui, et surtout dans des pays où il opérait pas tellement. Et puis les Français, ils ont de temps en temps un petit peu... Ah oui, il a piqué des trucs quand même, oui. La famille. Longtemps, on a mis dans les musacées, parce que comme ça ressemblait énormément à une feuille de bananier, on l'a mis dans la famille des bananiers. Mais, en 1934, John Hutchinson, qui est un botaniste britannique, s'est rendu compte que l'on pouvait créer une famille spéciale, Strelitziaceae, pour les Strelitzia. On connaît. Strelitzia regina, l'oiseau du paradis. Voilà, l'oiseau du paradis. Et un autre, Strelitzia nicolai. Ah oui, c'est vrai. Qui ressemble énormément à notre Ravenala. Plante, pareil, une sorte d'éventail immense avec des fleurs noires et blancs. C'est pas très fréquent. Et il y a un autre genre dans la famille des Strelitziaceae qui s'appelle Phenacospermum guyanense, et qui était anciennement appelé Ravenala guyanensis. Donc, on a cet arbre qui s'appelle l'arbre du voyageur. Alors, pourquoi ? Parce que, à la fois, il y a une particularité botanique et il y a une légende. Commerson, il l'a décrit comme ça, il a dit « Ces feuilles très propres par leur immense largeur à recueillir une grande quantité d'eau, cette sorte de réservoir peut abondamment suffire à plusieurs voyageurs pour les désaltérer en les perçant dans sa partie la plus déclive, c'est-à-dire en bas. » Et il a fallu quand même attendre pour que le nom vraiment arbre du voyageur, et bien que ça soit un monsieur Massé Descartes, dont j'ai pas retrouvé l'œuvre, hormis Histoire et géographie de Madagascar, livre d'ailleurs qui a été réédité en 2018 si ça vous intéresse, et il dit que d'un coup de machette sur la base du tronc, on fait couler une sève fluide dont le goût est proche de l'eau. Le seul problème, c'est que effectivement, il y a du liquide. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans ces feuilles engainantes à la base qui servent un peu de réservoir naturel, c'est pas les hommes qui viennent boire, c'est souvent les insectes qui viennent se noyer là-dedans. Il fait chaud, l'eau elle stagne. Et évidemment, regardez le minois de mon ami Roland. Tu vas choper les trucs avec ça ? Exactement. Donc, les insectes, leurs cadavres en décomposition polluent le liquide, et donc, c'est pas terrible. Comme je vous disais, l'arbre du voyageur n'est pas un arbre au sens botanique du terme, mais c'est une vraie plante herbacée, dont le stipe, on dit lacunaire parce qu'il est creux en bas. Eh bien, lorsque les pétioles des feuilles s'imbriquent les uns dans les autres, et d'ailleurs on le voit très très bien avec cette forme de la base, c'est serré comme tout, mais c'est que des feuilles imbriquées, et bien petit à petit, ça se durcit et ça forme une sorte de tronc, mais c'est long.
c'est très très long. La tige principale, il faut 5-6 ans avant que ça se forme. Au Ouais. départ, c'est simplement un petit éventail, mais ça vit longtemps, et le tronc lui-même peut faire 10 mètres, et 10 autres mètres pour les feuilles. C'est énorme, et ça fait l'impression quand même d'un arbre. Vous pouvez pas vous tromper. Vous voyez vraiment l'éventail parfait, c'est l'arbre du voyageur, et c'est vraiment, vraiment très beau. Lorsqu'il fleurit, vous avez des grandes fleurs blanches avec des spates 15-20 cm, et pollinisation assurée par des chauves-souris, des oiseaux et même parfois des lémuriens. C'est une plante que vous pouvez quand même cultiver si vous voulez au niveau de plantes d'intérieur dans un très très gros pot. Oui, j'en ai déjà vu des gens qui avaient des petits bébés. Ça pousse pas si vite que ça, donc au départ vous avez un petit Ravenala qui fait une vingtaine de centimètres, mais il fera jamais 20 mètres de toute façon, il n'y a pas beaucoup de problème. Le seul problème pour le réussir, c'est qu'il faut que l'hygrométrie elle soit au minimum de 65% toute l'année, donc c'est un peu compliqué, mais sinon franchement c'est un arbre à voir, enfin une plante à voir dans les pays tropicaux. Oui, c'est spectaculaire. Et puis surtout, c'est utile, puisque à Madagascar, on fabrique des maisons, encore des cases traditionnelles, avec les feuilles fraîches. Et puis même, on fend aussi les pétioles pour faire des panneaux sur les murs. Et les feuilles, lorsqu'ils les ont séchées, et ils les appellent des ratis, eh bien, ils font aussi des couvertures de toiture, tout simplement, et le tronc, ils font des planches un peu souples, ça fait pas du bois vraiment très très dur, et on terminera en vous disant quand même que la plante est dite un porte-bonheur, et qu'il suffirait de se placer devant un Ravenala pour exprimer très sincèrement un souhait, et qu'il soit exaucé. Dis donc. C'est bien. Oui, c'est sympa, oui. Et c'est comme ça qu'on va terminer notre émission. Merci de l'avoir suivi, Roland. C'était sympa d'être là. On te retrouvera la semaine prochaine, évidemment. Suivez-le sur tout ce qu'il publie, parce qu'il en publie un paquet. Il y a des petits trucs qui sont rigolos. C'est comme lui, il est simple, il est naturel, il est spontané, et on aime ça. Monsieur Stéphane, merci pour le son, c'était aussi très très bien. Miguel, tu nous as fait comme d'habitude un bon boulot. D'ailleurs, regardez un peu tout le matériel qu'il a, rien que pour nous faire notre émission. Les filles n'étaient pas là, la mascotte non plus, donc on leur dit quand même un petit coucou. Très très bonne semaine à tous et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.